Les mains sont liées dans le dos. Un chiffon blanc couvre ses yeux. Heinz Petry a 16 ans. À quelques mètres, Josef Schöner attend son tour. Il en a 17. Tous deux portent des vêtements civils râpés, pas d'uniforme, pas de galons. Juste deux adolescents face à un peloton d'exécution américain. Le droit de la guerre est formel. 16 ans. C'est la limite juridique de la responsabilité pénale en 1945. Ce ne sont pas des prisonniers de guerre, ce sont des espions capturés derrière les lignes. Le protocole militaire remplace la pitié. Un officier vérifie les fixations. Les soldats américains arment leurs fusils. Le clic sec des verrous de culasse déchire l'air. Était-ce une exécution sommaire? Non. Un tribunal militaire a validé la sentence. Les Alliés appliquent la loi martiale avec une rigueur technique. Heinz Petry retire ses lunettes avant qu'on lui bande les yeux. Il ne verra pas le signal du tir. Les balles atteignent leur cible à 16h14 précise. La sentence de Heinz Petry n'a pas été signée par un juge en 1945. Elle a été écrite un an plus tôt, dans les décombres du village d'Oti. 7 juin 1944. Les soldats du North Nova Scotia Highlanders sont encerclés. Plus de munitions. Les Canadiens posent leurs armes et lèvent les mains. Selon le droit de la guerre, leur combat s'arrête ici. Pour la 12e division SS, il ne fait que commencer. L'exécution remplace la capture. Un officier donne un ordre. Un camion accélère et fonce délibérément dans la colonne des prisonniers. Les corps sont broyés. Les survivants sont achevés à coups de crosse ou de baïonnette. Un char lourd passe sur les cadavres. Le métal hurle contre les os. 156 meurtres confirmés. Ce chiffre représente 10% de l'effectif total d'un régiment de montagne. Était-ce une vengeance ou une doctrine? La réponse se trouve dans le jardin de l'abbaye d'Ardennes. Kurt Meyer y installe son quartier général. Le commandant de la division est formel. Ne faites pas de prisonniers. Il ordonne de transformer l'invasion en représailles contre les bombardements des villes allemandes. Dans l'enceinte de l'abbaye, 20 soldats canadiens sont agenouillés dans l'herbe. Une balle dans la nuque pour chacun. Le carnage s'étend au château d'Audrieux. Le commandant du bataillon de reconnaissance interroge 3 prisonniers. Silence des captifs. Exécution immédiate. 6 autres suivent. Puis une section entière est fauchée à la mitrailleuse près des murs du domaine. 19 cadavres gisent au même endroit. Ce ne sont pas des bavures, c'est un système. Ces adolescents considèrent la pitié comme une faiblesse biologique. On leur a appris que l'ennemi est un sous-homme. La cruauté devient un devoir d'État. Les enfants de Hitler sont devenus des techniciens de la mort. 19 corps immobiles dans le jardin du château. La boucherie d'Oti n'est pas un accident de parcours. C'est le résultat précis d'un calcul industriel, une mécanique froide. Pour comprendre comment des adolescents de 16 ans finissent face à un peloton d'exécution, il faut démonter la machine qui les a forgés. Ce n'est pas une simple organisation de jeunesse, c'est une usine. L'État a transformé les manuels scolaires en manuels de combat. Les mathématiques servaient à calculer la trajectoire des obus. La biologie servait à classer les ennemis à abattre. Le régime a confisqué l'enfance pour produire des soldats fanatiques. Toute une génération a été passée au laminoir idéologique entre 1933 et 1945. Le processus était irréversible. L'histoire a tenté d'enterrer ces faits. Les manuels scolaires classiques les survolent. Mais les chiffres restent. Le mécanisme de transformation s'est mis en marche. 7 juin 1946, lendemain du débarquement. Les Alliés percent les défenses côtières et s'enfoncent dans les terres normandes. Face à eux, la 12e division blindée SS Hitlerjugend monte au front en urgence. Sa mission, stopper l'avance canadienne vers le village d'Oti. Le rendement militaire dépasse les prévisions. Les adolescents de la division combattent avec un fanatisme suicidaire. Des commandants de chars britanniques décrivent des scènes irréelles. Des enfants se jetaient sur les blindés alliés comme des loups, sans peur, sans hésitation. L'agression est pure, elle est surtout payante. Avant de devenir des criminels de guerre, ces produits du convoyeur étatique s'imposent comme des tueurs de chars d'élite. La ferveur idéologique se transforme en acier broyé. En quelques jours de combat, la division anéantit 28 chars canadiens. L'efficacité en Normandie résulte d'un décret bureaucratique signé un an avant le débarquement. Juin 1943. Berlin valide la création de la 12e Panzerdivision SS Hitlerjugend. 20 000 hommes, soit la population entière d'une ville moyenne allemande transformée en unité de combat. Le projet est une hybridation radicale.
D'un côté, des officiers vétérans arrachés au front de l'Est, des hommes habitués au froid et au sang. De l'autre, la troupe, des enfants nés en 1926. Le contraste est total. Des commandants marqués par les cicatrices face à des recrues de 16 ans. Les premiers apportent la technique, les seconds, l'absence de peur. Le Reich livre à ses adolescents des chars, des mitrailleuses et des grenades. On leur promet le salut de l'Allemagne. En réalité, on industrialise le sacrifice. La structure du premier bataillon fige la réalité du projet. 65% des soldats sont mineurs. La division de 1926 n'est pas née d'un plan de conquête, mais d'un désastre sur la Volga. Stalingrad devient le trou noir de la Wehrmacht. 300 000 soldats, c'est le bilan de la 6e armée, morts, gelés ou capturés. Le front de l'Est s'effondre. Berlin réalise l'ampleur de la catastrophe. Les réserves d'hommes adultes sont épuisées. Pourquoi jeter des enfants dans ce brasier? Parce que les adultes n'existent plus. Le régime active alors son dernier levier. Une génération entière a grandi dans l'ombre de la croix gammée. Ces garçons maîtrisent déjà le tir et la discipline. Le dogme a remplacé leur conscience. Pour eux, mourir pour le Reich est l'unique but. Ils sont dociles, fanatiques, remplaçables. En juin 1943, l'état-major signe l'ordre de mobilisation de la jeunesse. Avant la débâcle de Stalingrad, le système utilisait ce capital humain différemment. Le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne change la donne. La Seconde Guerre mondiale éclate. La jeunesse hitlérienne cesse d'être une simple vitrine idéologique. Elle devient une pièce du mécanisme logistique. Au départ, les missions restent auxiliaires. Les garçons portent les plis. Ils guident les évacuations. Pendant les raids aériens, ils assistent la défense civile. Mais le front dévore les hommes. Les pertes allemandes s'accumulent. La frontière entre civils et soldats s'efface. En 1942, le régime franchit une étape technique. Il crée les Wehrertüchtigungslager. Ce sont des camps de renforcement militaire. Le programme change de nature. À 16 ans, les adolescents abandonnent le sport pour la balistique. On leur enseigne le maniement du fusil d'infanterie. On passe aux mitrailleuses, puis aux grenades à main. En 1939, ils livraient des lettres. En 1944, ils égorgeront des prisonniers. Ce ne sont plus des colonies de vacances, ce sont des usines à soldats. L'état-major valide ce nouveau protocole de formation. Pour les envoyer dans des camps de défense en 1942, Erwin Rommel vérifiait personnellement leur visée dès 1937. Le maréchal inspecte les rangs. Les uniformes sont impeccables. Rommel passe de garçon en garçon. Il saisit une carabine, vérifie l'alignement de la hausse. Les visages sont lisses, les regards fixes. Le général exige une transformation radicale. Le mouvement doit devenir une armée junior. L'idéologie n'est pas enseignée, elle est martelée. Franz Jägermann s'en souviendra. On enfonçait les dogmes comme des clous dans le bois. Le son des bottes sur le gravier rythme les slogans. Un seul credo. L'Allemagne doit vivre, même si ses enfants doivent mourir. En 1937, Rommel multiplie les conférences sur l'art de la guerre. Sous sa pression, l'organisation change de nature. On ouvre des écoles de tir. Les manuels scolaires mélangent haine et mathématiques. Les chants glorifient le sacrifice ultime. La fange tourne à plein régime. En 1938, 1 500 000 membres s'exercent au maniement des armes. C'est une force supérieure à l'armée britannique de l'époque. Les enfants de 10 ans apprennent la précision létale. Le résultat est mathématique. Avant la fin de l'année, 51 000 jeunes obtiennent leur brevet de tireur d'élite. Avant de donner des fusils à la jeunesse, le parti doit d'abord liquider toute concurrence. L'État revendique le monopole absolu sur l'enfance. Comment capturer l'esprit d'une génération entière? Il suffit d'interdire toute alternative. En 1933, l'organisation compte 50 000 membres. 12 mois plus tard, ils sont plus de 2 millions. La méthode est radicale. Hitler signe décret. Les Boy Scouts deviennent illégaux. Les groupes de jeunesse confessionnels sont dissous. Les clubs communistes disparaissent. La police arrête les récalcitrants. Imaginez un garçon de 13 ans en 1936. Ses amis portent tous l'uniforme brun. Le week-end, ils partent en camping. Ils apprennent la survie en forêt. Ils défilent en formation serrée. Leurs vêtements sont impeccables, leurs bottes cirées. Le contraste est brutal.
D'un côté, l'aventure, les grenades d'exercice et le maniement des armes. De l'autre, le vide. Pour un adolescent allemand, le choix n'existe plus. Refuser l'adhésion signifie devenir un paria dans son propre pays. Cette stratégie de monopole absolu débute précisément le jour où Hitler s'empare du pouvoir. En 1933, le projet n'est encore qu'une division mineure de la NSDAP. Les effectifs stagnent à 50 000 membres. Cela représente moins d'1% de la jeunesse allemande de l'époque. Hitler observe ces chiffres. Il voit au-delà des statistiques. Pour lui, l'enfant n'est pas un individu, mais une matière première. Les adultes doutent. Les enfants, eux, acceptent tout. Leur esprit est malléable, leur loyauté est totale. Le parti décide de transformer cette malléabilité en arme industrielle. L'objectif change d'échelle. Le recrutement passe de quelques centaines de fils de cadres à une mobilisation de masse. La croissance devient exponentielle. En quelques mois, le chiffre de 50 000 explose pour atteindre des millions. L'État s'approprie le futur. L'esprit d'un enfant est une page blanche. Pendant qu'à Nuremberg, on aménage les salles pour juger l'élite de la SS, une autre justice s'applique dans le sable. Une justice sommaire, sans robe noire ni long discours. 6 juin 1945. La guerre en Europe est officiellement terminée depuis 29 jours. Dans une sablière près de Braunschweig, le protocole militaire américain remplace la diplomatie. Heinz Petry a 16 ans. Joseph Schoener en a 17. Anciens membres des jeunesses hitlériennes, ils sont capturés dans un trou de tirailleurs derrière les lignes alliées. Pas d'uniforme, des vêtements civils. Pour le tribunal militaire de Mönchengladbach, le verdict tombe comme un couperet technique, espionnage. La loi de la guerre est explicite. Un combattant sans insigne est un espion. Un espion est une cible légitime. Le peloton d'exécution se met en place. Heinz Petry est poussé contre un poteau de bois. Des cordes serrent ses poignets et ses chevilles. Il est mince, presque chétif. Les soldats américains forment une ligne parfaite. Le silence s'installe. Seul le bruit mécanique des culasses que l'on verrouille déchire l'air. Un clic sec, métal contre métal. Le commandement claque. Le feu part en une seule décharge. La poussière s'élève brutalement autour du poteau. Le corps de 16 ans s'affaisse, retenu par les liens. Le protocole exige de la précision. Les officiers s'approchent, montre en main. Ils vérifient le pouls. 4 minutes s'écoulent sous le soleil de juin. Petry est déclaré mort. Les soldats détachent le corps et l'emportent. Joseph Schoener attend son tour. Victime ou coupable? Pour la loi, la nuance n'existe pas. Les Alliés traitent ces adolescents comme des pièces froides d'un engrenage de guerre. Est-il légal de tuer un mineur qui exécute un ordre? Pour les tribunaux militaires américains, la réponse est dans les textes. L'analyse repose sur un pilier, la Convention de Genève de 1929. Le droit international fixe alors le seuil de participation au conflit à 15 ans. Heinz Petry en a 16. Joseph Schoener en a 17. Ils franchissent la limite légale. Ils ne sont plus des enfants aux yeux du tribunal, mais des combattants. La mécanique juridique est implacable. L'article 29 de la Convention de La Haye définit l'espion. Un individu agissant clandestinement ou sous de faux prétextes pour recueillir des informations dans la zone d'opération. Sans uniforme, le soldat perd son immunité. Il devient un franc-tireur. La sentence pour espionnage est la mort. Les Américains appliquent la procédure à la lettre. Le 14 juin 1945, à Rheinberg, la machine continue de tourner. 6 autres prisonniers allemands passent devant le peloton. Parmi eux, des membres de la SS en vêtements civils. La capitulation du 8 mai n'a rien arrêté. Le droit de la guerre s'applique tant que l'occupation n'est pas stabilisée. Tout au long de l'été 1945, les procès et les exécutions s'enchaînent dans toutes les zones d'occupation. Kurt Meyer sort de prison en 1954. Le commandant de la 12e division Panzer SS est un homme libre. Heinz Petry, lui, est sous terre depuis 9 ans. La justice militaire a tranché les destins avec une précision chirurgicale et inégale. Kurt Meyer dirigeait des hommes qui ont massacré 40 prisonniers de guerre canadiens. Condamné à mort en décembre 1945, il voit sa peine commuée en prison à vie dès l'année suivante. 10 ans de cellule pour un général. Pour les adolescents comme Petry, capturés dans un trou de renard, le verdict a été immédiat. Pas d'avocat de renom, pas d'appels interminables.
Le système a protégé les architectes et broyé les exécutants mineurs. Les officiers supérieurs bénéficiaient d'une procédure complexe et médiatisée. Les enfants soldats soupçonnés d'espionnage affrontaient un peloton d'exécution en quelques semaines. Les tribunaux militaires privilégiaient la rapidité sur la rigueur pour les cas de terrain. Dans la zone d'occupation américaine, les sentences contre les officiers de haut rang ont été réduites dans 91% des cas. Avril 1945. Le Troisième Reich s'effondre. À l'est, les Soviétiques encerclent Berlin. À l'ouest, les Américains brisent les dernières lignes de défense. Les unités de la Wehrmacht se volatilisent. Des milliers de soldats jettent leurs armes pour fuir vers l'ouest. Au milieu de ce chaos, des membres des jeunesses hitlériennes se retrouvent derrière les lignes alliées. Certains ont perdu leur unité, d'autres attendent. Heinrich Himmler a préparé ce scénario dès l'automne 1944. Son projet porte un nom, Wehrwolf, une organisation de guérilla conçue pour opérer en territoire occupé. Les Alliés connaissaient-ils l'existence du réseau Wehrwolf? Oui, leur service de renseignement avait déjà intercepté les manuels d'instruction. Le plan nazi est cynique. Les adolescents troquent leurs uniformes contre des vêtements civils. Ils deviennent des saboteurs, des espions, des assassins. L'objectif est double, frapper dans l'ombre et utiliser l'enfance comme bouclier thermique. Un enfant en civil semble inoffensif, c'est la couverture parfaite, mais la mécanique de la guerre est rigide. Le droit international définit clairement le statut de combattant. Sans uniforme, un soldat perd ses protections, il devient un franc-tireur. Les documents capturés par les Américains détaillent les méthodes de sabotage enseignées aux enfants. Empoisonnement des puits, dynamitage des ponts, exécution de collaborateurs. Les patrouilles alliées reçoivent des ordres clairs. Tout individu surpris en train de collecter des renseignements ou de saboter du matériel sans insigne militaire est un espion. La sentence ne prévoit pas de camp de prisonniers. Les services de renseignement américains saisissent les plans opérationnels du Wehrwolf dans un bunker près de Francfort. Berlin, avril 1945. Le refus de servir la milice Wehrwolf n'offre aucun salut. Pour un enfant, la défection signifie une balle allemande. Le système dévore ses propres fils pour gagner quelques minutes de survie. Margaret Boveri se tient près d'une barricade de fortune. Des meubles renversés bloquent la rue. Un camion militaire brûle à proximité. La fumée noire pique les yeux. Les SS traînent un garçon vers le mur. Il a 14 ans. Un coup de feu claque. Le corps s'effondre contre les débris. Margaret détourne les yeux. Les tribunaux d'exception de la SS ne connaissent pas la clémence. Durant les derniers mois du conflit, ces cours martiales improvisées prononcent environ 30 000 condamnations à mort contre leurs propres troupes. Les adolescents n'échappent pas à la règle. On les retire des écoles. On leur promet l'héroïsme. En réalité, les chefs nazis transforment les salles de classe en morgues à ciel ouvert. La logique est purement mécanique. Si le garçon reste au poste, l'artillerie alliée le pulvérise. S'il fuit vers sa mère, le peloton d'exécution l'attend au tournant. La terreur interne verrouille toute issue. Le régime sacrifie délibérément une génération pour retarder l'inévitable. Aucun échappatoire possible, pas de choix sûr. Seules des trajectoires différentes vers une fin identique. L'exécution n'est plus une sanction, c'est une procédure de gestion des flux. Derrière les pelotons d'exécution, la machine de guerre recrute ses remplaçants. Leipzig, octobre 1944. Le décret tombe, création du Volkssturm, l'armée du peuple. La théorie mobilise les hommes de 16 à 60 ans. La pratique ignore les registres d'état civil. En quelques semaines, les salles de classe se vident. Combien de temps dure la formation d'un soldat de 12 ans? Moins d'une demi-journée. Heinz Schütz a 15 ans. Son instruction militaire tient en une après-midi. On lui donne un Panzerfaust, une arme anti-char à usage unique. On lui remet un uniforme de la SS. La veste est 3 fois trop large. Le tissu pend comme un sac mortuaire sur ses épaules d'enfant. Pour atteindre la détente de certaines armes, les plus jeunes doivent se hisser sur la pointe des pieds. La logistique est inexistante. Le matériel est inadapté. Techniquement, ces unités ne sont pas des combattants. Ce sont des obstacles organiques, des cibles destinées à ralentir les chars alliés de quelques minutes. Un enfant avec un tube lance-grenade contre une division blindée. L'espérance de vie moyenne d'un tel soldat au front ne dépasse pas 2 heures. L'effondrement n'est plus une hypothèse, c'est une statistique. En octobre 1944, la Wehrmacht recule sur tous les fronts. Les Alliés percent en Normandie et traversent la France. À l'est, l'armée rouge broie les divisions allemandes.
Les villes du Reich ne sont plus que des amas de gravats sous les bombes. Comment prolonger l'agonie d'un État moribond? La réponse tient en un mot: Volkssturm. Ce n'est pas une décision militaire, c'est un acte politique radical. Adolf Hitler signe le décret, mais le moteur du projet est ailleurs. Martin Bormann et Joseph Goebbels imposent la mobilisation totale. Le régime décide de consumer ses propres enfants pour gagner quelques semaines de survie. La mécanique est simple. Le décret mobilise tous les hommes valides. Les critères d'âge volent en éclats. La fourchette officielle s'établit de 16 à 60 ans. Très vite, la réalité rattrape le fanatisme. Le plancher s'effondre. Les enfants de 10 ans reçoivent des uniformes trop larges et des armes qu'ils ne savent pas porter. Le nazisme transforme ces écoles en casernes. L'État légalise officiellement la mort des mineurs. Le futur du pays est sacrifié sur l'autel d'un bunker. Hitler signe l'ordre de mobilisation générale. Un assassin existe, mais le coupable est introuvable. Avant l'assaut final sur Berlin, il faut comprendre l'impasse. Les Alliés font face à un vide juridique total. L'endoctrinement commence à 10 ans. À cet âge, l'enfant intègre la Jungvolk. À 15 ans, il commet un crime de guerre. À 17 ans, il fait face à un tribunal militaire. Tous ces modèles, professeurs et chefs, lui ont répété que tuer était un devoir. La justice trébuche sur cette chronologie. Le système s'effondre face au paradoxe. Un enfant tueur est-il un bourreau ou une victime du système? En 1946, les tribunaux ferment les dossiers les uns après les autres. Motif: immaturité des accusés. La responsabilité individuelle disparaît derrière la manipulation d'État. 2 membres de la Hitlerjugend, âgés de 15 ans, sont condamnés pour avoir exécuté un prisonnier de guerre. C'est une exception. Pour des milliers d'autres, l'épreuve s'efface. Prouver la culpabilité devient impossible quand l'État a transformé le crime en vertu. La majorité des dossiers de 1947 restent vides. Le droit international n'avait pas prévu de juger une génération programmée. En 1947, l'impossibilité de trancher devient une norme juridique. Berlin, avril 1945. Le droit international s'efface devant l'agonie d'un régime. La ville n'est plus une capitale, mais un abattoir à ciel ouvert. 2 500 000 soldats soviétiques encerclent les décombres. Ils disposent de 8 500 avions. 6 500 chars pointent leurs canons vers le centre. En face, la défense est une fiction bureaucratique. 45 000 hommes tiennent les barricades. Un tiers appartient au Volkssturm ou aux jeunesses hitlériennes. Le général Helmut Weidling prend le commandement de la zone de défense. Le constat est chirurgical. Sur ces cartes, les divisions n'existent que sur le papier. Il ne dispose que de 15 000 soldats de métier. Le reste, des vieillards et des gosses. Weidling inspecte les effectifs. Il dénombre précisément 1252 membres des jeunesses hitlériennes et du service du travail. Certains ont 14 ans, d'autres sont plus jeunes. Leurs fusils sont trop lourds pour leurs épaules. Leur formation a duré quelques jours. Dans le bunker de la chancellerie, le béton tremble sous l'artillerie russe. Le fracas des obus de gros calibre sature l'air, un martèlement sourd qui ne s'arrête jamais. Weidling l'affirme. Envoyer ses enfants au combat est un crime. Hitler refuse d'écouter. Il signe l'ordre d'envoi en première ligne. Joseph Goebbels valide le sacrifice. Le ministre de la propagande parle de forteresse inexpugnable à la radio. Il sait que la guerre est perdue. Il utilise ses vies pour gagner quelques heures de sursis. Face à ces 1252 enfants, l'armée rouge déploie 6500 chars. Aujourd'hui, l'ordre juridique international est formel. Un enfant soldat est toute personne de moins de 18 ans intégrée à une force armée. L'UNICEF applique cette norme sans exception. Le protocole facultatif de 2002 interdit strictement leur usage dans les conflits. 172 États ont ratifié ce texte. Pourquoi 15 ans était-il considéré comme un seuil acceptable pour la mort? En 1945, cette protection n'existait pas. Le droit international traitait les mineurs différemment. Aujourd'hui, un commandant recrutant la Hitlerjugend finirait devant la Cour pénale internationale à La Haye. Les enfants seraient vus comme des victimes à réhabiliter. Pas en 1945. À l'époque, les conventions de Genève fixaient l'âge minimum de participation au combat à seulement 15 ans. Le cadre légal de l'époque était une 2 condamnés de 15 ans. C'est le bilan judiciaire pour des milliers de crimes. Un tribunal militaire examine le dossier. Exécution d'un prisonnier de guerre. Les accusés sont des enfants. Mais le crime est un acte d'adulte.
Le marteau du juge frappe le bois. Le son résonne dans une salle vide. Les dactylos tapent les rapports de classement sans suite. Le cliquetis des machines à écrire enterre les preuves. Les dossiers s'empilent dans des archives poussiéreuses. La 12e Panzerdivision SS Hitlerjugend massacre des civils en Normandie. Des centaines de prisonniers canadiens meurent sous les balles de soldats adolescents. Les officiers supérieurs font face aux juges. Mais les exécutants de 17 ans retournent chez leurs parents. En juin 1944, ils pressaient la détente. En 1980, ils touchent une retraite d'État. Le contraste est brutal. En juin 1945, les Alliés fusillent des espions de 16 ans pour un simple message radio. Dans le même temps, des combattants SS ayant participé à des tueries de masse reprennent leurs études. L'Europe libérée ne sait pas juger l'endoctrinement systématique. Poursuivre des milliers de lycéens est une impasse juridique. Le système choisit l'amnésie. Les assassins deviennent des professeurs. Ils deviennent des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Ils fondent des familles. Ils mènent des vies ordinaires derrière des façades propres. Sous le costume civil, le poids du silence. La honte d'avoir servi une cause criminelle reste une affaire privée. Personne ne parle, personne ne témoigne. Les crimes de combat se dissolvent dans la reconstruction nationale. Les bourreaux vieillissent en toute liberté. Ils emportent leurs secrets dans des tombes anonymes ou des pavillons de banlieue. 50 ans de mutisme. L'absence de procès n'a pas effacé les crimes. Le verdict s'est déplacé des tribunaux vers les consciences. Michael Kater a interrogé ses anciens membres de la Hitlerjugend devenus grands-pères. 60 ans de silence. L'historien a recueilli des aveux tardifs. Pour beaucoup, le service du Reich a brisé leur propre psyché. Certains restent convaincus de leur bon droit. D'autres portent le poids de juin 1944. Un adolescent de 16 ans participe au massacre de prisonniers canadiens. La justice l'ignore. Il est un enfant, une victime du système. Il meurt à 80 ans dans son lit, entouré des siens. Le contraste est une mécanique de survie. Juin 1945. Un autre adolescent de 16 ans se cache dans un trou de tir derrière les lignes américaines. Les Alliés le traitent comme un espion. Le peloton d'exécution l'attend. Un système unique. 2 trajectoires brisées. L'un obtient une vie entière, l'autre une salve de fusil. Le corps perdu de la génération 1928 à 1930 ne compte plus ses morts. Le survivant a atteint l'âge de 80. Pour ceux capturés sans uniforme, la vieillesse n'est jamais venue. Le droit de la guerre ne connaît pas l'enfance, il ne connaît que le statut. Milieu de 1945. L'Allemagne est un chaos de ruines et de fanatisme. Les Alliés progressent parmi les cadavres des camps de concentration. Ils ont vu l'horreur industrielle. Ils ont perdu des frères d'armes. Face à eux, des adolescents se battent avec une rage suicidaire. La reddition n'est pas une option pour ces enfants de la doctrine. La mécanique juridique s'enclenche. Les services de renseignement saisissent des documents sur l'opération Werwolf. Le plan est clair, une guérilla nazie derrière les lignes alliées. Des adolescents en civil s'infiltrent dans les zones occupées. Pour les tribunaux militaires, ce ne sont pas des écoliers égarés, ce sont des saboteurs. La Convention de la Haye de 1907 est formelle. L'espionnage est passible de mort. Le texte ne prévoit aucune limite d'âge. Un combattant sans uniforme perd sa protection internationale. Heinz Petri, 16 ans. Josef Schoner, 17 ans. Un officier américain vérifie les identités sous une lampe de bureau. Les vêtements civils sur le dossier de preuve scellent leur sort. Étaient-ils des espions ou des enfants terrifiés cherchant leurs parents? Le tribunal de campagne ne pose pas la question. L'instruction dure quelques heures. Les preuves sont sommaires. La sentence tombe. Technicalité juridique contre vie humaine. En 1945, le peloton d'exécution est un outil légal. La scène se fige dans la cour d'une caserne. Les 2 adolescents font face au mur. Les mains sont liées dans le dos. L'officier lève son bras. Les soldats épaulent leurs fusils. La salve claque contre la pierre. Les corps s'effondrent dans la poussière. Détail. Les bottes de Josef Schoner étaient trop grandes pour lui. Le commandant signe le rapport d'exécution. 8 mai 1945. L'Allemagne capitule sans condition. Le Reich s'effondre, mais le fanatisme lui survit. Pour les membres des jeunesses hitlériennes, le cauchemar change simplement de forme. Comment distinguer la victime du bourreau dans une foule de prisonniers? La réponse tient en un mot, filtrage. Des dizaines de milliers d'enfants saturent les camps de prisonniers de guerre. D'autres errent dans les ruines, traqués par les forces d'occupation. Les Alliés craignent le Werwolf, cette guérilla nazie censée frapper dans l'ombre.
La paranoïa est technique, administrative, totale. Ceux qui n'ont pas été fusillés comme espions entrent dans la machine de dénazification. Le processus est industriel. Dans des baraquements sombres, le silence est rompu par le scintillement d'un projecteur de cinéma. Les visages d'enfants sont éclairés par les images des camps de concentration. On les force à regarder les fosses communes. On confronte leur idéologie à la réalité des cadavres. L'objectif est de déprogrammer des années d'endoctrinement intensif. Heinz Petry et Josef Schoner n'ont pas connu cette transition. Pour les autres, le retour à la vie civile passe par des mois d'internement de masse. La logistique de la paix s'avère aussi lourde que celle de la guerre. Certains ont renié le nazisme, d'autres ont emporté leurs convictions dans la tombe. 27 millions de morts. C'est le prix payé par l'Union soviétique pour briser le Troisième Reich. 15% de sa population a disparu dans la terreur. À l'Est, les subtilités juridiques s'effacent devant la statistique brute de la vengeance. Avril 1945. Berlin n'est plus qu'un charnier à ciel ouvert. Un soldat de l'armée rouge progresse dans les décombres. Il vient de Stalingrad. Il a vu ses villes rasées et sa famille massacrée. Face à lui, un enfant de 12 ans surgit d'une cave. Le gamin porte un uniforme trop grand. Ses mains tremblent sur un Panzerfaust. Le garçon crie quelque chose en allemand. Le soldat ne comprend pas. Pour lui, ce n'est pas un enfant. C'est la cible qui vient de pulvériser son char et de brûler ses camarades vifs. Est-ce un prisonnier de guerre ou une cible à abattre? La réponse dépend du hasard, l'humeur d'un sergent, la présence ou l'absence d'un officier. Certains partent pour les camps de travail en Sibérie. D'autres reçoivent une balle dans la nuque derrière un mur de briques. Le chaos des derniers jours de la guerre a tout effacé. Dans l'enfer de Berlin, personne ne tenait de registre pour les enfants fusillés. Il n'existe aucune trace de leurs derniers instants. Ces prisonniers venaient de l'épicentre des combats, du bâtiment du Parlement. Le Reichstag devient le point de convergence de l'agonie. Le front se réduit à une structure de pierre. À l'intérieur, la tactique est brutale, un combat en milieu clos. Les soviétiques progressent pièce par pièce, étage par étage. L'espace est saturé, l'air est irrespirable. On y sent l'odeur de la poussière de pierre et du sang sur les sols en marbre. Les défenseurs sont un mélange disparate, marins, SS et enfants des jeunesses hitlériennes. Ces derniers utilisent des Panzerfaust depuis les balcons de pierre. Ils lancent des grenades depuis les étages supérieurs. La portée est nulle. Les explosions sont aveuglantes. Les colonnes massives sont maculées de sang. Les corps s'entassent dans les couloirs étroits. Le général Helmut Weidling, commandant la place, comprend l'absurdité du massacre. Il ordonne la dissolution des formations de combat des enfants. Mais l'ordre se perd dans le chaos des communications. Les lignes sont coupées. Les enfants continuent de tirer. Ils continuent de mourir. Les soviétiques atteignent le toit. Le drapeau rouge est hissé sur les ruines. À l'intérieur, des centaines de défenseurs jonchent le sol. Le bilan est une anomalie statistique. 2 membres. C'est le nombre de survivants de la brigade des jeunesses hitlériennes qui défendait Berlin. 2 individus sur des milliers d'engagés. Les autres ont été broyés par l'artillerie, abattus au corps à corps ou enterrés vivants sous les décombres. Les survivants capturés ont été exécutés sur place. Think Explorer keyboards less than 30 tokens. Combien de chars une escouade de collégiens peut-elle détruire? La réponse tient dans un tube de métal. Le Panzerfaust, une charge creuse capable de percer 200 mm de blindage. C'est suffisant pour pulvériser n'importe quel char lourd. Joseph Staline II. Pour atteindre le Reichstag, les blindés soviétiques doivent d'abord traverser un labyrinthe de décombres et d'embuscades. À Berlin, le fanatisme devient une donnée balistique. 100 membres des jeunesses hitlériennes épaulent une unité de SS français. Ils chassent en meute depuis les fenêtres et les toits. Bilan, 14 chars russes anéantis. Au pont de Halensee, un seul nid de mitrailleuses tenu par des enfants bloque l'avance ennemie. Ils tiennent 48 heures. Le chaos brouille les règles de la guerre. Les soviétiques rapportent une tactique de trahison systématique. Des enfants agitent un drapeau blanc pour attirer les soldats. Puis, ils ouvrent le feu à bout portant. Mensonge ou réalité de terrain? Personne ne peut trancher. Mais les ordres restent clairs. Dans un secteur étroit de la ville, une division d'artillerie soviétique écrase tout mouvement. 120 défenseurs sont fauchés sous une pluie d'acier. Parmi les cadavres dans la poussière, une majorité d'adolescents. L'artillerie soviétique pilonne systématiquement le secteur jusqu'à l'effacement complet. 300 000 enfants. C'est le bilan de la mobilisation totale.
un chiffre équivalent à la population d'une ville européenne moyenne entièrement transformée en chair à canon. Derrière chaque tir de Panzerfaust se trouvait la signature d'un adulte. Le système a méthodiquement transformé une génération en projectile. Le droit international a échoué. Les traités n'ont pas protégé les mineurs. L'endoctrinement a fait le reste. Des écoliers sont devenus des tueurs. La guerre a tout brutalisé. Fusiller un adolescent est devenu une nécessité tactique. Le chaos de l'effondrement a effacé les traces. Les archives ont brûlé avec le Reich. Des milliers d'enfants sont tombés au combat. Des centaines d'autres ont fini devant un peloton d'exécution. Les nazis tuaient pour désertion. Les alliés tuaient pour espionnage ou crimes de guerre. Le calcul était simple. Les chefs voyaient des outils, pas des humains. Des armes à utiliser puis à jeter. Berlin a dévoré ses fils. Les survivants ont gardé des cicatrices invisibles. La priorité de l'idéologie sur la vie était absolue.